Putain, il y a du people. Ouais, c'est cool. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et je suis ravie de vous voir si nombreux. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour vous partager d'un sujet qui me tient à cœur. Et je suis aussi ravie de partager la scène avec Aline, qui nous fait l'honneur de faire sa première conférence ici à Agile Grenoble. Merci. Donc, d'où vient en fait, pourquoi en fait on a fait cette conférence et pourquoi on a choisi ce sujet avec Aline? C'est qu'on est parti d'un constat que les plus grandes difficultés qu'on voyait dans le monde de l'entreprise venaient de problèmes de communication. On parle beaucoup de communication non violente, de process communication, de formation sur le feedback. Alors tout ça, c'est des très bons outils. Mais en fait, ces outils, pour nous, vont avoir de la valeur si déjà on a la base de la communication. Et c'était l'intention qu'on avait avec Aline en faisant cette conférence. C'était déjà de travailler à prendre conscience un peu plus sur les dégâts occasionnés par une mauvaise communication. Et ensuite, bien sûr, on ne va pas vous laisser qu'avec des problèmes. L'idée, c'est de vous partager nos essentiels de la communication efficace. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le sujet, on va se présenter. Donc, je m'appelle Alexiane Motte. Je suis coach agile chez Zenica. Et je suis notamment passionnée par l'humain, par comprendre notre fonctionnement, comprendre les interactions. Et c'est pour ça que ce sujet me parle beaucoup aujourd'hui. Je te laisse la main, Aline. Merci. Donc, Aline Laplagne, je travaille également chez Zenica, où j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis product owner dans le software et je suis également consultante et coach dans le domaine du digital learning. Alors moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est l'humain et c'est aussi la pédagogie, en fait. Voilà. Alors, dans cette conférence, mal communiquer, les coups invisibles, et si on arrêtait de se tirer une balle dans le pied, nous allons tout d'abord vous parler des coûts. Combien ça coûte une mauvaise communication? Ensuite, pour arrêter de se tirer une balle dans le pied, on abordera les essentiels d'une communication efficace et on va revenir sur les basiques. Et enfin, afin d'éviter les pièges qui sont tendus tous les jours dans nos métiers par la communication, on verra les erreurs des outils de communication que l'on fait et on vous donnera des recommandations. Au niveau du périmètre de cette conférence, on parlera surtout de communication professionnelle. On parlera de communication interne, donc on ne parlera pas de communication marketing, commerciale. Et ce sera de la communication, on parlera de la communication entre des personnes qui parlent la même langue et qui ont la même culture. Voilà. Donc avant de commencer, on voulait remercier tous ces sponsors, grâce à qui on peut passer ces beaux moments et échanger sur tous ces sujets. Et un remerciement particulier à Zenica, qui vous a offert de la bière hier soir et qui vous en offrira également ce soir autour d'un moment convivial après les conférences. Merci Zenica. Je respire. Alors, quels sont les coûts d'une mauvaise communication ? Pour commencer, on va faire un petit sondage. Selon vous, en pourcentage, combien de temps passons-nous à communiquer par semaine? Ceux qui pensent qu'on communique entre 20 et 40%, levez la main. Personne. Entre 40 et 60%. D'accord, très bien. Et maintenant, entre 60 et 80%. Eh bien, c'est vous, en fait, qui avez raison. Une étude, The State of Business Communication, nous révèle qu'on passe à peu près 72% de notre temps à communiquer par semaine, en moyenne. C'est énorme.
Et on passe 2 heures de plus à communiquer maintenant par rapport à avant la pandémie, en fait. Et il n'y a pas que ça qui a changé. Donc, depuis la pandémie, il y a le télétravail qui est arrivé. Et on passerait beaucoup plus de temps à communiquer à l'écrit qu'à l'oral. Donc maintenant qu'on sait qu'on communique différemment et qu'il y a énormément d'outils qu'on utilise aujourd'hui pour communiquer, à l'écrit notamment, avec tous les outils asynchrones, est-ce qu'on communique mieux, selon vous? Eh bien, vous avez raison également. On a arpenté le web et toutes les études sont formelles. Il y a des gros soucis de communication, effectivement, et on communique moins bien. Alors, si on communique moins bien, combien ça coûte? Eh bien, ça coûte terriblement cher. 1,2 trillion de dollars. Ça coûte 1,2 trillion de dollars pour les entreprises américaines de mal communiquer. Donc cette étude, en fait, The State of Business, ils ont interrogé 251 leaders, donc des directeurs, qui rapportent qu'ils ont perdu, en fait, sur l'année 2022, 20% de leur chiffre d'affaires en raison d'erreurs de communication. Et si on rapporte les coûts que ça a coûté, les déficits, sur l'ensemble des employés, ça coûterait 12 000 $ par an. Alors, il y a d'autres études qui disent que ça coûterait même plus que 12 000 $ par an. Donc, ça coûte cher. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, initialement, quand je pensais à des pertes financières des entreprises, je ne pensais pas à la communication interne, en fait. Je ne l'attribuais pas à ça. Je l'attribuais plutôt à des mauvais choix stratégiques, à des mauvais produits, ou bien, je sais pas, à des erreurs d'investissement, etc. Alors que l'on voit que une mauvaise communication peut faire des ravages, en fait. Et je pense que la raison pour laquelle on ne le voit pas, c'est qu'on pense que la communication, elle est accessoire. Ça passe un peu en second plan. Et en réalité, c'est ce qui cimente nos relations, quoi. Donc on comprend bien, puisque ça cimente les relations. Les relations, c'est dans toute l'entreprise. Si on a un mauvais ciment, s'il est défaillant, ça s'écroule ou ça ne marchera pas bien de toute façon. Donc, c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg. Et juste question de culture générale. Qui sait combien il y a de zéros quand on parle de trillion? « 12 ou 18 » Je crois que c'est 18. Ou 12 ? En tout cas, ça fait beaucoup de zéros. Donc, vous avez tous raison. Alors, la mauvaise communication, elle n'impacte pas que le business. Elle fait des ravages également au niveau humain. Donc, le coût humain, il est énorme aussi. The State of Business a interrogé 251 leaders et à peu près 1000 employés. Et sur les 1000 employés, 50% disent que la mauvaise communication au sein de leur entreprise génère énormément de stress sur eux. 30% rapportent que ça atteint leur confiance en eux. Et puis, on a 20% qui disent que ça a tellement impacté leur engagement qu'ils ont voulu quitter leur entreprise. Donc, une personne sur 5. Et ça corrobore en fait avec les études de l'INSEE en France, ce chiffre-là. Donc, le baromètre pour savoir si il y a une bonne communication, une mauvaise communication, une communication moyenne chez vous, en fait, c'est nous. Parce que dès que vous verrez, si chez vous, vous sentez des tensions, si vous voyez qu'il n'y a pas une super fluidité, etc., en fait, ça veut dire qu'il faut s'en occuper, quoi. Et là, merci. Alors maintenant qu'on a vu les coûts d'une mauvaise communication, j'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, vous êtes des bons communicants? Je vous invite à lever la main, ceux qui pensent être un bon communicant. Bien. Ah, il y a quand même quelques mains qui se lèvent. Je pensais qu'il y allait avoir encore moins de mains. Je vais reformuler la question maintenant. Qui, pour vous, se sent être meilleur communicant que la moyenne des personnes?
C'est les questions pièges. Il y a de la modestie côté communauté agile. Alors en fait, on a posé cette question à des personnes qui ont répondu, pour eux, à hauteur de 83-86%, ils se trouvent être des bons communicants. Par contre, on a posé la question à ces mêmes personnes en disant « Et les autres, est-ce qu'ils sont des bons communicants ?» Vous attendez la suite. Évidemment, les résultats sont bien moindres. Et ce qui est intéressant en fait dans cette étude, c'est que ça corrobore l'étude de Svensson. Alors, je suis désolée, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se prononce. Cette étude, elle a été faite en 1981, et cette étude a permis de définir le biais d'excès de confiance. La question était exactement la même que je vous ai posée au niveau de la conduite. Est-ce que vous pensez être meilleur conducteur que la moyenne ? 80% répondent oui. Alors la moyenne, 50%. C'est la fin de la deuxième journée de conférence, donc j'aide un petit peu. Et en fait, c'est quoi l'excès de biais de confiance ? C'est qu'en fait, on se sent meilleur que les autres. On se sent meilleur que notre réalité. Et c'est pour ça qu'en fait, c'était important pour nous de faire cette conférence, quand on s'est rendu compte des impacts, des dégâts d'une mauvaise communication, et qu'on avait tendance un petit peu à se surestimer. Avec cette conférence, on voulait revenir sur les basiques de la communication. Nos basiques, nos essentiels. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, quand on parle de communication efficace, comment vous le caractériserez ? Qu'est-ce que pour vous, c'est une communication efficace ? En face à face ? Clair ? Simple ? Bienveillante, message bien reçu. Message reçu. Un seul message. C'est chouette, il y a plein de belles idées. Alors nous, la définition qu'on en a fait, là en fait, dans ce que j'entends pour moi, des moyens, des outils. Et les messages que j'entends, il y a... Pour nous, en fait, notre définition, elle est très simple. C'est qu'une communication efficace, c'est à partir du moment où l'information elle est transmise et elle est reçue et comprise. Tant que l'information n'est pas reçue et comprise, la communication elle a zéro valeur. Et c'est pour ça qu'en fait, on a établi 3 piliers pour une communication efficace. La première, transmettre le message. Le deuxième pilier, réceptionner le message. Et le troisième pilier, dire les choses. Alors, on en a beaucoup parlé dans certaines conférences, entre hier, aujourd'hui, on reviendra dessus. Alors, pour bien prendre conscience de l'importance de transmettre le message, on va commencer par voir qu'est-ce qui se passe au moment de la réception. Alors, qu'on soit clair, les interprétations, ce n'est pas un risque, c'est une réalité. Le malentendu est omniprésent. Et comme disait Aline, pour cette conférence, on est parti du principe, on parle la même langue maternelle évidemment. On parle la même langue, on a la même culture. Donc comment ça se fait qu'on se comprend si mal ? Alors Benjamin a donné déjà quelques éléments d'explication durant sa keynote. On a tous un passé différent, des connaissances différentes, des perceptions, des croyances. Et ça fait qu'en fait, le même mot, les mêmes phrases vont avoir des sens différents pour les personnes. Alors j'ai pris un exemple du milieu professionnel, un mot que j'aime bien, responsabilité. Alors ce mot, suivant les contextes, ça peut amener à des pensées de l'autonomie, de la liberté. On me fait confiance. Par exemple, je donne pour la première fois les clés à mes enfants. Ils sont grands, ils peuvent rentrer tout seuls. Il va y avoir une notion de fierté. Dans un autre contexte, dans certaines entreprises, clairement, j'évite ce mot. Parce que responsabilité,
directement, on va avoir un mot qui finit de la même façon, culpabilité. Responsabilité veut dire ouloulou, attention, je vais être futur coupable. Donc, suivant les contextes, un même mot peut être reçu différemment. Et, pour complexifier la chose, c'est qu'en fait, un même mot, une même phrase, envoyée à une même personne, suivant le moment de la journée, suivant l'instant auquel on va le partager, il va l'entendre différemment. Suivant sa réalité du moment, suivant son fil de pensée. Par exemple, on va parler de présent. Moi, j'adore Noël, la magie de Noël, etc. Je pense aux cadeaux de Noël. Présent, ça peut être aussi le moment présent. Je suis ici devant vous. Et en fait, suivant notre fil de pensée, à quoi on pensait avant, la même phrase peut prendre des significations différentes. Alors nous, ce qu'on vous invite à faire, parce que comme on a dit, le malentendu est partout, c'est questionner la personne qui reçoit l'information pour s'assurer que l'information, elle est reçue et comprise. Tant qu'on ne questionne pas, on ne saura pas en fait. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, moi, je vois pas assez souvent en entreprise. C'est qu'on va envoyer un mail et on ne s'assure jamais que l'info, elle est reçue. Jamais, c'est une généralité, c'est pas bien. On s'assure peu que l'information, elle est reçue et comprise. Donc, questionner les personnes. Benjamin en parlait aussi, c'est que quand on dit questionner, il faut qu'on ait le climat, la sécurité psychologique aussi, pour oser questionner. Ça, on est plus au niveau de la personne qui va recevoir l'information. Est-ce que dans les entreprises, dans vos contextes, interrogez-vous si les personnes, si elles n'ont pas compris, vont oser poser des questions. Et il y a un autre élément clé qui est au niveau de la personne qui reçoit l'information, c'est l'écoute. Quand vous rentrez en communication avec l'autre, quel est votre niveau d'écoute ? Est-ce que vous écoutez pour répondre ? Grosso modo, vous écoutez comme ça. Bref, le terme écouter, peut-être pas bon dans le contexte. Vous êtes vraiment dans une qualité d'écoute pour comprendre le message. Ça, c'est 2 éléments clés au niveau de la réception de l'information. Je passe maintenant la balle à Aline pour la transmission. Merci. Alors, concernant la transmission, vous l'avez dit là-bas, je l'ai entendu, puisque notre message, lorsqu'on communique et qu'on transmet des messages, c'est pour être compris, et moi je dirais que la première règle, c'est la sobriété. Être sobre dans le volume d'informations que l'on communique à notre interlocuteur. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à son cerveau de faire le tri plus facilement et d'encoder, de faire des schémas mentaux plus facilement également pour que ça reste en mémoire, en fait. Et puis ces petites phrases qu'on entend depuis qu'on est à l'école primaire, faites des phrases courtes, une idée par phrase. Alors, j'imagine qu'on est tous experts ici. Et c'est des petits conseils qu'on devrait s'appliquer sans modération, en fait. L'autre point, c'est la simplicité. Être simple toujours pour faciliter l'information auprès de notre interlocuteur. Être simple, ça peut être aussi vu, alors qu'on pense que non, en fait. On a envie de parler avec des phrases longues parce qu'on est très intelligent, ça donne cette impression-là des fois. Et en fait, simplifier, ça permet d'amplifier vos idées et la réception de vos idées. Donc la simplicité, nous on encourage en tout cas la simplicité. Un autre point, c'est essayer d'utiliser des formes affirmatives. Ça c'est top. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça permet au cerveau de mieux identifier les messages. Et puis, il y a des études qui ont montré que les formes affirmatives, ça permettait de mieux retenir l'information, en plus de mieux la comprendre. Vous avez certainement des enfants. Quand on dit à nos enfants « arrête de faire du bruit » ou « arrête de parler fort », si on lui dit « parle doucement »,
et ben finalement, généralement, ils intègrent mieux ces messages-là aussi. Donc ça, c'était la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est d'utiliser des mots compréhensibles. Donc cette règle, c'est être clair. Alors moi, je suis PO aussi. La charge mentale que c'est quand on arrive dans des entreprises, et je pense qu'il y a des PO dans la salle ou pas? Ah, super, super, merci. Donc lorsqu'on parle à des devs et qu'on arrive en grooming, par exemple, et alors effectivement, il faut qu'il y ait un climat pour pouvoir poser des questions, mais utiliser les bons mots, ça va nous permettre à nous de mieux vous comprendre, s'il y a des devs là, par exemple, ou autres. Éviter d'utiliser des acronymes, et surtout, comme le disait Alexiane, puisque les mots n'évoquent pas pour nous les mêmes choses, eh ben, les expliciter pour nous faciliter la chose, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, on a un peu la tête comme ça, en fait. Donc ça, c'est des conseils qu'on vous donne. Et puis, attention à la malédiction de la connaissance. Alors, la malédiction de la connaissance, c'est un biais cognitif qui nous fait croire que l'autre a la même base de connaissances que nous. Et alors que non. Donc, lorsqu'on veut faire comprendre les choses, lorsqu'on communique, c'est important qu'on parte sur la même base. Autrement, c'est un dialogue de sourds et puis on fonce droit dans l'abîme de l'incompréhension. Donc, avoir vraiment en tête cette information-là, que l'autre en face, puisque communiquer, c'est échanger, puisque communiquer, c'est partager, et de partir sur cette base-là, sur de bonnes bases ensemble. Alors, je vous ai fait ce petit dessin, parce que pour moi, c'est une belle métaphore. En fait, je me suis dit, finalement, si je veux transmettre correctement mon message, en fait, je peux essayer de dissiper ces nuages pour que mon interlocuteur voit mon paysage. Et mon paysage, en fait, c'est mon message. Et mes nuages, pour les dissiper, il faut parler clairement, il faut parler simplement, il faut aller à la rencontre de l'autre pour savoir ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Et éviter de parler avec des formes négatives. Alors c'est bien beau, là, moi je vous parle des mots, et puis après il y a tout le reste. Je vois un visage qui sourit, ça me fait du bien. Toi aussi, ça me fait beaucoup de bien. Donc il se trouve que 93% du contenu de mon message va passer par le ton de ma voix, le rythme également des mots, donc ça c'est le paraverbal, et puis par les gestes que je fais, et puis mon expression faciale. Merci pour le sourire. Donc ça veut dire que si j'arrive un lundi matin dans mon équipe et que mon intention, c'est de créer de l'engagement, et j'arrive... Ouais, salut, ouais. Ouais, grooming tout à l'heure. Ouais, non, ça va être cool, ouais. Je veux dire, qu'est-ce que je transmets? Voilà, je donne pas envie. Moi, mon fils, quand je lui ai fait ça, il m'a dit « Maman, ils vont avoir envie de se pendre. » Ouais, effectivement, mon fils, 16 ans. Voilà, donc c'est vraiment des éléments qu'il faut soigner. Lorsque vous communiquez des observations aux autres également. Voilà, ça c'était mes petits messages pour vous. Si on bascule maintenant sur le troisième pilier, oser dire les choses. Les premiers piliers, c'est quand on a déjà l'intention, la volonté de transmettre un message. Combien de fois en entreprise, il y a des non-dits, des messages qui ne sont pas transmis? Pas d'information, c'est pire que tout. Notamment dans des contextes de transformation, réorganisation. Dernier exemple en date que j'ai, je suis arrivée dans une entreprise, début juin, il y avait un nouveau responsable, un grand chef, qui avait été nommé. Tout le monde s'attendait à une réorganisation. Début juin, on se dit, avant la fin de l'été, avant le départ en congé, on va l'annoncer. Les semaines passent,
zéro info. Bon, au 15 juillet, on se dit, bon, bah là, il va attendre début septembre. Début septembre arrive, toujours aucune info. Mais aucune info, c'est aucune info sur quand est-ce que ça va être annoncé, aucune info sur qu'est-ce qui va être annoncé, quelle est l'ampleur de la réorganisation. Et les semaines passent, les semaines passent. La réorganisation a été annoncée fin octobre. Juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois. Pendant 5 mois, l'ambiance était franchement mauvaise. Il y avait une inquiétude, il y avait un stress, du désengagement. Tout le monde était en attente, ils ne savaient pas trop à quelle sauce ils allaient être mangés. Alors, ok, j'entends tout à fait. Dans les réorganisations, il y a des problèmes de syndicats, il y a des choses comme ça. Mais annoncer ce qui peut être annoncé. On est en train de réfléchir à une réorganisation, l'intention est de. Là, on pense que la réorganisation va arriver sur octobre. En septembre, il y aura des choses qui se passent. Informez ce que vous pouvez. Il y a toujours des choses qu'on peut annoncer. Ça va permettre de rassurer. Le deuxième élément, alors là, Joker, il y a une conférence qui en a parlé aujourd'hui, mais je ne me souviens plus laquelle, rendre les choses explicites. Il y a énormément de choses implicites dans les entreprises qui génèrent du stress. Des règles de fonctionnement, savoir quel jour on a le droit d'être en télétravail, les prises de congés, est-ce que le pont, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste ou qui ne reste pas, les critères de succès d'une entreprise, il y a énormément de choses implicites. Je vous invite vraiment à les rendre explicites pour clarifier et que ça soit plus zen pour tout le monde. Le troisième élément, sur oser dire les choses, j'ai rencontré aussi beaucoup de cas où les gens ont des problèmes, ça ne fonctionne pas. Et quand je questionne la personne en disant « Est-ce que vous avez remonté le problème ?» Ben non, mais c'est évident, tout le monde le sait. Et bien en fait, personne ne vit votre vie et personne n'est dans votre tête. Donc en fait, vraisemblablement, le problème que vous avez, peut-être que les personnes ne s'en sont pas rendues compte. Et ça, c'est la même façon au niveau des décisions. On attend d'un manager qui prenne une décision. Purée, ça fait 15 jours qu'il doit prendre la décision, il ne l'a toujours pas prise. Mais est-ce que le manager, il a bien intégré qu'il devait prendre cette décision? Est-ce qu'on lui a dit explicitement? Oser dire les choses, pour moi, c'est essentiel dans cette communication efficace. Après, évidemment, c'est ce qu'on disait, il faut avoir ce climat de sécurité psychologique pour oser dire les choses. Alors, comme on a dit plein de notions, on vous fait un petit slide récapitulatif avec les différents conseils qu'on a abordés. Alors, on a bien conscience que c'est la base, c'est le début. La communication, c'est un sujet où on pourrait en passer des heures et des heures. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire. Mais pour nous, on a priorisé, en même temps, on a un product owner, on a priorisé les messages les plus importants qu'on voulait faire passer, la base, nos essentiels de la communication. Et maintenant, on va rentrer dans le sujet des outils. Alors, pourquoi on parle de ça? C'est qu'on s'est rendu compte que le choix des outils coûtait aussi très cher. Les erreurs d'outils. Alors, le premier sujet, est-ce qu'il faut communiquer à l'oral ou à l'écrit? Nos recommandations, c'est que dès qu'il y a un sujet qui nécessite d'être discuté, échangé, d'avoir des allers-retours, par exemple le sujet complexe, passer à l'oral. Un sujet où on a besoin d'un retour, un retour immédiat, passer à l'oral. L'écrit, par définition, ça va être différé dans le temps. L'autre élément, sujet délicat, sujet sensible. On a besoin d'avoir des retours, des feedbacks. Aline le présentait, 93% de la communication sont en dehors des mots. Quand on communique à l'écrit, il nous reste 7% de la communication. Quand on a besoin d'avoir des retours pour savoir comment les gens le vivent, le perçoivent, passer à l'oral. Pour tous les autres sujets, l'écrit est très bien pour nous.
Alors, des petits tips comme ça, quand vous êtes en train d'écrire un mail et que ça fait 3 fois que vous êtes en train de le réécrire parce que vous n'arrivez pas à trouver la formulation, à vous faire comprendre, c'est peut-être que c'est un sujet complexe et qu'il faut passer à l'oral, ça sera plus efficace. Quand vous êtes vachement énervé par rapport à un message et vous êtes en état émotionnel très fort, idem, sujet sensible, on passe à l'oral. Quel est le coût, en fait, par rapport à ça ? Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a tendance à passer le plus souvent par écrit, par facilité, pressurisé par le temps, en se disant « hop, comme ça, c'est fait ». Mais en fait, quand on passe à l'écrit sur des sujets compliqués et que l'info ne va pas être récupérée et comprise, en fait, c'est un peu comme l'effet boomerang. Ça nous revient dessus, plus ou moins fort suivant l'importance du sujet. Et on peut avoir des coûts importants, des coûts business, comme par exemple, Aline me remontait une problématique où ils ont passé 4 heures à tourner en rond et en fait, ça n'avance pas, perte d'efficacité. C'était sur Slack. C'était sur Slack. Des erreurs aussi parce qu'on se comprend mal, on travaille avec des priorités différentes, des coûts humains, de stress, de désengagement. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir. Quel est votre besoin ? Qu'est-ce que vous voulez communiquer ? Choisir le bon outil ? Prendre le temps de transmettre le message ? Prendre le temps de vérifier qu'il a été reçu. Alors, il y a une citation, je vais reprendre mes notes parce que je ne m'en souviens pas par cœur. 5 minutes de communication peuvent épargner une année de troubles et d'incompréhension. Prenez le temps, investissez le temps qu'il faut pour avoir une bonne communication. Un autre choix d'outils qui coûte très, très, très cher, PowerPoint. Alors, vous lisez bien le titre là-haut, c'est PowerPoint utilisé à mauvais escient peut coûter cher. PowerPoint a plein d'avantages. Par contre, effectivement, quand on l'utilise mal, il y a des gros impacts sur les coûts. Alors, le chiffre que vous voyez sur la gauche, 1,9 milliard d'euros par an pour l'économie suisse, c'est la perte qui a été estimée par le parti anti-PowerPoint en Suisse. Ça existe. Promis, j'ai été vérifier les infos parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est un 1er avril. Non, il y a un parti anti-PowerPoint en Suisse qui existe. Alors, ce chiffre, effectivement, on peut se questionner sur la valeur. Alors pourquoi je l'affiche ? C'est qu'on a été creusé, on a été regarder des sources et en fait, il y a de plus en plus d'articles, de vidéos, de livres qui sont publiés sur le sujet. Et là, en fait, qu'est-ce qui a été remis en cause par rapport à cet usage de PowerPoint ? C'est qu'en fait, dans les entreprises, on pousse beaucoup le PowerPoint pour être autoporteur, que ça devienne le compte-rendu d'une réunion. Donc, dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses écrites. Or, on lit beaucoup plus vite qu'on parle. Donc, très rapidement, les personnes décrochent. Ils lisent le slide, ils font autre chose. Ah, il y a un nouveau slide. Et en fait, on a une perte de temps liée à ça en réunion. Si on cherche la créativité, l'intelligence collective, les feedbacks, si on cherche des interactions, utiliser PowerPoint va à l'encontre. Alors, dans une étude, j'ai trouvé une petite expression je trouvais ça assez drôle. Certaines études appellent PowerPoint le somnifère des organisations. Ça fait réfléchir. Il y a un autre contexte où PowerPoint présente, je vais dire, des dangers. Alors, je vais reprendre l'exemple, ce qui s'est passé en février 2003. Il y a eu l'accident de la navette Columbia. Il y a 7 astronautes qui ont perdu la vie. Le bureau Columbia d'investigation sur les accidents l'ont dit explicitement, c'est lié au fait que la décision a été prise à travers une présentation PowerPoint. C'est véridique. C'est le bureau Columbia qui est arrivé à ça. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui est remis en cause, en fait, là ? C'est qu'en fait, PowerPoint a 3 problématiques quand il s'agit de devoir prendre une décision là-dessus. La première, c'est qu'il y a une structure en bullet point.
Donc on perd tous les éléments de causalité. Or, je ne vais rien vous apprendre, quand on parle d'un problème complexe, il y a énormément de dépendances. Le deuxième point, c'est qu'entre les titres, les sous-titres, les ratatitres et les rata-ratatitres, on s'y perd. L'information, elle est noyée. Et le troisième élément, c'est que dans les PowerPoint, l'espace texte est très limité, ce qui empêche l'argumentation. Et on se retrouve à avoir des phrases plus type publicitaire, promotionnelle, et prendre des décisions suite à une décision PowerPoint. Ça a été le cas malheureusement ici, peut être très cher. Et dans les organisations dans lesquelles j'interviens, moi je vois beaucoup d'organisations qui travaillent sur PowerPoint pour prendre des décisions. Alors, quels seraient les outils qui nous permettraient de pallier à ces problèmes? Eh ben, moi, je dirais le tableau blanc et les feutres Velleda. Ça permettrait aux équipes de mettre en place, d'utiliser le management visuel, c'est-à-dire de faciliter cette transmission de l'information, de collaborer également. Et puis, il y a bien d'autres outils. Des outils qui, je trouve, ne sont pas forcément hyper connus pour avoir... étant donné qu'on est volant à Zenica, on est des PO volants, on vole, on va butiner un peu partout. Et dans les entreprises où on se rend compte qu'il y a des outils qu'on utilise nous au quotidien, mais qui méritent d'être connus. Donc là, je parle de Klaxoon, de Miro, de Mural, qui vont permettre aux équipes de collaborer, de mettre en relief les idées importantes, de formaliser leurs idées sous forme de schéma et également de faire du brainstorming, etc. Donc, c'est des outils finalement qu'on encourage. Je ne sais pas si vous les utilisez, peut-être beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, il faut vraiment se poser la question de nos objectifs et de choisir le bon outil. Voilà, c'était surtout ça le message. Donc, la conférence arrive à sa fin. Et on voulait, avec Alexiane, partager cette citation. La communication fonctionne pour ceux qui y travaillent. Donc, on a vu qu'elle coûtait extrêmement cher au niveau financier, mais aussi au niveau humain. Avec Alexiane, on est convaincus que si on faisait l'effort de mettre en place les recommandations dont on vous a parlé, ce coût diminuerait de moitié, en fait, parce qu'il est essentiellement dû souvent à des malentendus. Y travailler, c'est aussi investir du temps pour réfléchir à ces pratiques, pour peut-être commencer à mettre en place des choses, rester humble et agile, mettre en place les choses, voir grand et commencer petit, voilà. Et puis s'ouvrir à l'autre. Communiquer en latin, ça vient étymologiquement du mot latin qui veut dire partager et mettre en commun. Partager, mettre en commun, c'est le faire avec les autres et c'est aussi aller vers les autres pour savoir ce qui leur convient le mieux en termes de vecteurs de communication et aussi pour voir avec eux, avoir cet échange constamment pour être sûr qu'on passe bien la bonne info. Voilà. Est-ce que tu veux conclure ? Merci à vous pour votre attention. Alors, dans le slideware, vous verrez, on a mis quelques sources d'informations, des livres, des vidéos, des articles. Et là, avec grand plaisir, on prend vos actions, vos questions. Excusez-moi, je fatigue. Oui. Alors là, il y a eu une super keynote hier après-midi sur la sécurité psychologique. Pour moi, en fait, je pense que d'une certaine façon, l'un va nourrir l'autre. Et ça va être sur être encore plus attentif sur la formulation
de la question pour s'assurer qu'on comprenne bien, pour s'assurer qu'on ne va pas agresser l'autre, que l'autre ne va pas le prendre en disant j'ai mal formulé, c'était pas clair et qu'il va le prendre pour lui, mais vraiment travailler à choisir ses mots pour questionner la personne et pour mettre l'autre en OK par rapport à la situation. Pour moi, prendre soin de l'autre va aider pour petit à petit avoir une sécurité psychologique. Oula. Je commence droite-gauche, c'est plus simple pour moi après pour mémoriser. Multilingue. En fait, on a pris ce parti pris pour montrer que déjà... Alors, la question, c'était pourquoi, en fait, on est parti du parti pris de dire qu'on fait la conférence pour une même langue, même culture, alors que de plus en plus, on travaille avec des contextes internationaux, avec des personnes étrangères. Alors, pourquoi on a pris ce parti pris? C'était pour dire que déjà, dans ce contexte idéal, c'est compliqué. Effectivement, quand on rajoute qu'on parle chacun une langue étrangère, l'anglais, pour se comprendre, et qu'il y a en plus les impacts de culture, on en rajoute une couche supplémentaire, et les conseils sont d'autant plus vrais. Et c'était pour plus accentuer le message qu'on est parti sur ce choix-là. Il y avait donc une question. Oui. Est-ce que la reformulation ne nuit pas à la concision de l'information qu'on veut passer? Je pense pas. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui te fait penser ça? En fait, mais c'est peut-être moi qui ai un défaut de communication, c'est que j'ai pour habitude, lorsque je passe une information, de reformuler cette information. Et ce dont je m'aperçois grâce à votre conférence, c'est que peut-être plus simplement, j'aurais juste à checker que l'information a bien été passée avant de proposer une reformulation de l'idée. Bah, peut-être que l'idée, ce serait de faire reformuler l'autre, je pense, pour s'assurer qu'il a bien compris le message. Merci. Il y avait une question ? Donc là, c'était par rapport à comment, quel type de questions on pourrait poser à l'autre pour comprendre s'il a bien compris le message reçu. Donc là, demander qu'il reformule est une façon de faire. Ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Et puis, imaginons que l'autre personne est en colère ou bien en réaction. Comment dans ce cas m'assurer que le message est bien reçu et communiqué? Alors, moi, le conseil que je donne quand il y a des émotions, quand il y a de la colère et qu'on ne sait pas comment l'autre est capable de gérer son émotion, c'est de laisser un petit peu passer le temps, qu'il redescende l'émotion. C'est quelque chose qui est sur un temps limité et qu'on puisse parler sereinement, posément. Et pour s'exprimer, moi, il y a une règle que j'aime beaucoup. Alors, il y a la communication non violente, il y a tout ça. Mais une simple règle, c'est parler en disant « je ». Le « tu », du verbe « tuer ». Et rien qu'en disant « je », ça permet d'être beaucoup plus... que l'autre reçoive l'information de manière plus légère. Mais en règle générale, moi, j'évite de parler quand l'autre est en colère. Souvent, il n'est pas en capacité, en fait, d'écoute. Je n'ai pas répondu à toute la question, mais j'ai oublié la suite. Les questions. Les questions. Pour moi, c'est la reformulation, parce que la manière dont on va savoir si l'autre a compris, il faut bien que l'autre sorte les idées et ce qu'il a compris. Donc, je penserai davantage à la reformulation. Après, Alexiane, est-ce que toi, tu as d'autres idées ? Alors moi, j'ai un exemple là, concret en tête qui me vient. C'est réorganisation, changement, nouveaux rôles qui apparaissent, et donc plein de nouveaux rôles et responsabilités. Et une personne qui envoie un magnifique fichier Excel avec le nouveau racisme, rôles et responsabilités, un fichier magnifique, et l'envoie par mail à toutes les personnes avec qui l'équipe travaille. Et puis, quand je questionne pour savoir qu'est-ce qu'il a fait là-dessus, je fais c'est bon, c'est clair. Je vais partager l'information. Je fais, t'as une réponse?
Bah non. Mais j'ai envoyé le mail plusieurs fois. Hein. Et là, en fait, c'est d'aller chercher l'autre, déjà qui réponde en disant « Est-ce que c'est OK ? Est-ce que c'est OK pour toi ?» Déjà, ça engage l'autre en disant bah, « Attends, ah oui, il m'a envoyé quelque chose, bah, je vais le regarder, je vais en prendre connaissance. » Et déjà, s'assurer de ça, dans une magnifique réunion visio, c'était la même chose sur une matrice de décision, où on parlait avec des personnes, on a mis en place une matrice de décision, et on posait la question si c'était OK pour les autres. Ni son, ni image, en plus, ils ne mettent pas la caméra, c'est merveilleux. J'ai en fait individuellement été interroger les personnes, pas inventer des prénoms. Gérard, est-ce que c'est OK pour toi ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est compréhensible ? Est-ce que le périmètre est important ? Enfin, c'est OK. Et sinon, moi, l'outil que j'utilise aussi, c'est de les faire, dans ces cas-là, sur les rôles et responsabilités, sur les matrices de décision, c'est co-créer ensemble, pour s'assurer qu'ils s'approprient le message, et donc que le message est bien réceptionné. C'est eux qui le construisent ensemble. Je ne sais pas si j'ai apporté quelques billes de... Merci. Time's up. Ah, il y a encore une question. Alors après, ça dépend ce que c'est le plusieurs. Est-ce que c'est au niveau d'une équipe ? Et dans ces cas-là, moi, je vais aller apostropher les gens un par un. Bien sûr, si c'est dans une communauté de 50, bah, ça va aller être rechercher le feedback autrement pour voir si on a une communication. Alors, ça me fait penser à un exemple où il y avait un product owner lors de sprint review qui s'amusait à la fin de la sprint review de faire des petits sondages pour s'assurer que les personnes avaient qu'est-ce qu'elles avaient compris et pour s'assurer que le niveau de compréhension était bon. Donc s'il y a trop de personnes, c'est essayer de trouver des sondages, des choses du genre pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été compris. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai oublié de poser la question lors de la conférence, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est parmi vous qui prend le temps de relire un mail avant de l'envoyer ? Oh, vous êtes merveilleux. On vous applaudit. Merci. Merci à vous. Merci.